Ligne noire. Chapitre 5 Deuxième appel, le même jour. Montréal, centre-ville, en surface. Le jour n'était pas encore fini, et pourtant Yvon avait l'impression d'avoir vécu deux vies depuis le matin. Il quitta la station Bonaventure sans se presser, refusant de courir, car il connaissait ce genre d'adversaire. Le tueur voulait l'exciter, le pousser à faire une erreur, transformer l'enquête en poursuite et la réflexion en panique. Yvon refusait ce jeu. Dehors, Montréal respirait comme une bête immense. Les tours de verre attrapaient la lumière, les couloirs de vent coupaient les rues et les passants marchaient vite, les mains pleines et les yeux déjà ailleurs. Les langues se mélangeaient naturellement, le français, l'anglais, l'espagnol, 1000 accents qui formaient une mosaïque vivante. Poutine avançait près de lui, sérieux comme une ombre. Le berger hollandais ne s'intéressait pas au visage, mais aux coins, aux murs, aux poteaux, à tous ces endroits où une main peut toucher sans être vue. Pour lui, le monde était une carte d'odeurs et de traces. Yvon, lui, pensait. 7 péchés capitaux. 10 commandements. Un tueur qui raconte. Un tueur qui structure ses morts comme des chapitres. Ce n'était pas seulement de l'intelligence. C'était une idée. Et une idée obsédante peut tuer plus qu'une arme. Il entra dans un petit café et choisit une table près d'une fenêtre, dos au mur, avec vue sur la porte. Un vieux réflexe de survie. Poutine se coucha sous la table, la tête toujours levée. Yvon posa son téléphone devant lui. Il savait que l'appel reviendrait. Quand l'appareil vibra, son corps réagit malgré lui. Appel masqué. Il répondit. La voix revint aussitôt, fluide et sûre, comme si elle attendait ce moment précis. Elle le félicita de ne pas avoir couru et expliqua que certains se précipitent vers leur propre chute en voulant gagner trop vite. Puis elle ajouta, presque amusée, qu'il n'était pas le seul à avoir un chien fidèle. Sous la table, Poutine grogna très bas. La voix annonça une nouvelle histoire, plus proche, plus québécoise, plus intime. Elle parla d'un paysage, du Québec, de forêts interminables, de rivières larges, de routes entre les pins, de villages aux lumières chaudes. Elle reconnut la beauté, puis ajouta que la beauté peut servir de couverture. Elle raconta une route silencieuse, une forêt dense, un lac gelé au crépuscule, puis un chevreuil immobile au bord du chemin, fragile et vivant. Une voiture arriva trop vite. Elle ne décrivit pas l'impact. Seulement le bruit. Puis le silence. Elle expliqua que beaucoup de gens vivent comme cette voiture, avançant sans ralentir, prenant ce qu'ils veulent, écrasant ce qui est fragile, puis continuant comme si le monde nettoyait derrière eux. Ce n'était pas un accident qu'elle racontait. C'était une philosophie. Elle évoqua le commandement du jour. Tu ne tueras point. Puis elle ajouta que tuer ne signifie pas seulement arrêter un cœur. On peut tuer une réputation, une carrière, une famille, briser quelqu'un lentement sans jamais lever la main. Et ensuite dormir tranquille. Sa première motivation, dit-elle, n'était pas la haine. C'était une correction. Le mot tomba froidement. Correction. Yvon comprit que ce tueur ne cherchait pas des victimes, mais des symboles, des corps transformés en arguments. Autour de lui, le café continuait, les tasses tintaient, la machine soufflait, la porte s'ouvrait sur le froid, mais il avait l'impression d'être seul avec cette voix. Il demanda pourquoi elle appelait si souvent. La réponse fut immédiate. La police veut arrêter, mais lui veut comprendre, et comprendre demande du temps. Les appels faisaient partie de l'œuvre. Dans une histoire, le narrateur doit revenir. Puis elle prononça la phrase la plus inquiétante. Chaque mort avait son péché. Chaque péché avait son décor. Et au Québec, les décors étaient infinis. Elle cita Montréal et ses tunnels, la Gaspésie et ses falaises, le Saguenay et son fjord, l'Abitibi et ses étendues vides, la Côte-Nord et ses routes perdues. Yvon comprit que le tueur ne possédait pas seulement une carte du métro, mais une carte mentale du Québec entier. Puis la voix offrit un cadeau. Un indice. Le prochain chapitre se déroulerait dans un endroit où la ville se donne l'illusion de respirer. Yvon pensa immédiatement au Mont-Royal. La voix ajouta simplement une phrase. On se voit au Belvédère Condiaronc, à minuit moins une. Un rendez-vous.
Un piège, sûrement. Mais quelque chose sonnait étrange. Le tueur avait prononcé le nom parfaitement, sans hésitation. Trop parfaitement. Chez quelqu'un d'aussi précis, la moindre erreur serait volontaire. La voix conclut que les prochaines histoires seraient plus sombres et remercia Yvon d'être un bon lecteur. Puis la ligne coupa. Le silence retomba. Poutine sortit la tête de sous la table, tendue. Yvon resta immobile quelques secondes. Une certitude s'imposait. Le tueur voulait qu'il monte. Il voulait une vue sur la ville, du beau pour encadrer l'horreur, et il avait choisi une heure précise, toujours à la limite du lendemain. 23h59. Toujours juste avant minuit. Comme si l'histoire refusait de passer au jour suivant. Yvon enfila son manteau. Poutine se leva aussitôt. Dehors, Montréal était encore lumineuse et vivante. Mais dans l'esprit d'Yvon, une autre ville venait d'apparaître, une ville faite de chapitres. Et il venait d'en recevoir un nouveau.